Mesdames et messieurs, la Bibliothèque nationale est ravie ce soir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. Donc un texte à mathématicien qui est donc programme de conférence qui vous est proposé par la Société mathématique de France, la BNF et plusieurs partenaires culturels que vous voyez derrière nous sur l'écran. Donc nous espérons que ce nouveau rendez-vous auquel vous êtes encore ce soir très, très nombreux à assister va vous apporter plein d'éclaircissements sur des problèmes mathématiques qui sont toujours extrêmement complexes pour les uns et les autres qui ne sont pas des spécialistes. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à la BNF, très bonne soirée. Et je laisse le professeur Andler vous présenter notre conférencière de ce soir. Merci. Merci aux professeurs et aux lycéens d'être venus en très grand nombre pour assister à cette conférence. Il y avait les noms des lycées sur les transparents, mais ils ont disparu. Un attentat certainement. Je vais présenter la conférencière, Alice Guillonnet. Nous avons en France la chance d'avoir une école de théorie des probabilités qui est extrêmement active. Et Alice Guillonnet en est un des meilleurs éléments. C'est un des meilleurs mathématiciens français. Il se trouve que c'est une mathématicienne. Elle a été invitée au Congrès international des mathématiciens en 2006, qui est un grand honneur. Elle a reçu le prix Loève en 2009, la médaille d'argent du CNRS en 2010. Bref, les honneurs lui sont échus en grand nombre ces derniers temps. Et je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci. Je vais essayer de retrouver déjà mon exposé. Voilà. Donc j'espère que j'aurai d'autres transparents à vous montrer. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Et donc je vais vous parler de Laplace, le hasard et ses lois universelles. Alors comme Martin le rappelait, cette série de conférences s'appelle « Un texte, un mathématicien ». Donc j'ai choisi Pierre-Simon de Laplace, donc, que vous pouvez voir ici, et la théorie analytique des probabilités. Alors, comme Martin vous l'a dit, je suis probabiliste, et Pierre-Simon de Laplace est certainement un personnage clé dans l'histoire des probabilités, pas seulement française, dans l'histoire des probabilités, parce que c'est le premier à avoir conçu que la théorie des probabilités, ça ne s'appliquait pas simplement à des problèmes de jeu ou de contrats de mariage ou de rente, ça s'appliquait à toutes les choses de la vie. Et il le dit très simplement dans l'introduction donc, à la théorie analytique des probabilités. Il dit « Je vais y présenter les principes et les résultats généraux de la théorie des probabilités en les appliquant aux questions les plus importantes de la vie, qui ne sont en effet, pour la plupart, que des problèmes de probabilité. » Donc c'est assez épatant de voir comme Laplace est déjà sûr de lui et explique que ce qu'il fait est en gros la chose la plus importante. Et non seulement donc, il le dit, mais quelque part, donc, il dit que ça s'applique à beaucoup de choses, mais également il va le prouver. Et donc c'est le théorème, donc, le résultat à l'intérieur de la théorie analytique des probabilités sur lequel je voudrais m'étendre. C'est un résultat que je vais essayer de vous présenter rapidement, comme une devinette. Et la devinette pourrait être la suivante. Ça serait d'essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a de commun donc, entre le jeu du pile ou face. Un jeu de pile ou face, vous avez une pièce, vous pariez que ça va être pile qui va tomber, vous pouvez jouer pendant un certain temps comme ça, vous pouvez jouer qu'il y aura 3 coups pile ou 4 coups pile. Enfin bref, vous voyez ce que c'est que le jeu du pile ou face. Ça aurait aussi pu être un jeu de dés, mais bon, vous voyez l'esprit. Donc qu'est-ce qui est de commun entre le jeu de pile ou face et par exemple des problèmes de recensement. Donc vous voudriez comparer le nombre de garçons par le nombre de filles dans les régions de France. Donc on sait par exemple qu'il y a plus de garçons qui naissent, il y a à peu près 22 garçons pour 21 filles en France. Mais comme vous pouvez le voir, si vous faites le recensement selon les régions, par exemple, donc là j'ai pris les chiffres que j'ai trouvés pour 2009 en France, donc vous voyez qu'il y a quand même certains écarts selon les régions. D'accord ? Donc vous pouvez vous demander donc qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce recensement-là et le jeu de pile ou face. Et une troisième chose, par exemple, à laquelle vous pouvez comparer les deux premiers exemples, c'est le tour de poitrine de soldats écossais. Donc vous pouvez prendre
un certain nombre de soldats écossais, leur mesurer le tour de poitrine et essayer de comparer avec les deux premières choses. Alors là, je sens que vous bouillez d'impatience et je ne peux pas vous laisser attendre toute la conférence pour vous dire ce qu'il y a de commun entre ces trois choses. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est la distribution normale, qu'on appelle aussi la loi gaussienne, ou des fois la courbe en cloche. Alors bon, pourquoi courbe en cloche? C'est assez clair. C'est une courbe en cloche qui dépend de deux paramètres. Donc mu, c'est son centre. Sigma, ça va être sa covariance. On voit que si sigma est de plus en plus grand, la courbe en cloche va s'étaler. Et puis mu, c'est le centre. Alors pourquoi est-ce que c'est une distribution d'abord? Là, vous pouvez voir, en fait, elle a cette particularité que quand vous regardez l'air en dessous de cette courbe, vous allez trouver que l'air vaut 1. Donc ça définit une probabilité, dans le sens où, par exemple, si vous regardez la probabilité que cette distribution soit entre moins sigma et sigma, vous voyez là, ça va faire 68,2, par exemple. Et donc, vous aurez une probabilité de 0,682 de trouver cet intervalle en dessous de votre distribution. Alors maintenant, revenons à nos moutons et le jeu de pile ou face, le tour de poitrine et le recensement. Donc pourquoi est-ce que c'est un point commun, cette courbe normale entre ces trois choses? Eh bien, ce que Laplace va montrer, c'est que si on prend toutes ces mesures, elles vont avoir une certaine valeur, une certaine moyenne, mais ce qu'il y a d'important, c'est que les façons dont elles vont fluctuer d'un exemple à l'autre vont être distribuées comme une loi normale. D'accord? Les erreurs qu'on va constater vont être distribuées selon cette loi. Donc ça, c'est le grand résultat que j'essayerai de vous décrire plus précisément par la suite. Et avant de rentrer dans l'histoire de Laplace, je voudrais vous parler un peu de l'histoire des probabilités, parce que même si Laplace est un fondateur des probabilités, évidemment, il y avait des gens qui avaient réfléchi à des problèmes de probabilité très tôt, rien que pour les jeux de dés. Quand on joue au dés, on a bien envie d'être plus malin que l'autre pour gagner plus d'argent, par exemple. Donc en effet, dès l'Antiquité, il y a des gens qui essayent de comprendre quelles sont les probabilités sur les jeux de dés, mais en gros, on met le début de l'histoire des probabilités modernes au milieu du XVIIe siècle. On met ça, on a cette date très précise, comme vous allez voir, 1654, qui est la date de l'être entre Pierre de Fermat et Blaise Pascal. Donc, sauf erreur, voilà Blaise Pascal et Pierre de Fermat. Et des conversations qu'ils ont au sujet d'une question que leur a posée un de leurs amis, le chevalier de Méret, qui est, donc je n'ai pas trouvé sa photo, mais il écrivait des livres de philosophie, les agréments, discours de monsieur le chevalier de Méret à madame 3 étoiles. Alors je croyais que c'était un mode pratique pour pouvoir décerner un livre à la dame qu'on voulait au moment voulu, mais on m'a dit par la suite que c'était courant à l'époque, c'était plus galant de ne pas citer la dame en question. Bon, toujours est-il. Donc, monsieur le chevalier de Méret n'était pas mathématicien, mais c'était un grand joueur, philosophe, et il avait un problème qu'il posa donc à Blaise Pascal et Pierre de Fermat. Donc, le problème est le suivant. Donc, c'est un jeu de pile ou face, où on a donc deux intervenants, donc je les ai appelés du coup Blaise et Pierre, qui jouent à un jeu de pile ou face. Et à l'époque, une somme de 64 pistoles, c'est ce qui est reporté partout, mais évidemment, ça pourrait être n'importe quelle somme. Et la règle du jeu, c'est que le premier qui aura, donc disons que Blaise parie sur pile, le premier qui aura 3 piles ou 3 faces, donc pour Pierre, aura gagné. Donc très bien, les règles du jeu sont assez simples, on va tirer la pièce, et a priori c'est un jeu de pur hasard, et on va voir ce qui se passe, et il y en aura un des deux qui gagnera assez rapidement. Mais alors là, malheureusement, la partie est interrompue. Donc ils doivent se séparer à un moment où Blaise a gagné 2 fois et Pierre 1. Donc la question est à ce moment-là, pour pas qu'il s'écharpe, est comment se répartir équitablement la somme des 64 pistoles. Donc je ne sais pas si dans l'audience il y a des
personnes qui peuvent penser à ça. Je veux dire, c'est pas évident. Est-ce qu'ils doivent faire moitié-moitié, enfin, repartir avec ce qu'ils avaient amené? Donc, il s'ensuit une grande conversation entre Pierre de Fermat et Blaise Pascal, et des lettres donc de Pascal à Fermat, en 1654, où Pascal lui dit « Eh bien, Blaise doit gagner 48 pistoles ». Alors, comment est-ce qu'il a pu trouver 48 pistoles à partir de 64 pistoles? Eh bien, l'idée est quand même que le partage doit être fondé sur la chance que chacun a de gagner au moment où le jeu est interrompu. D'accord? Donc, il va falloir comprendre quelle est la chance de chacun à ce moment-là, au moment du jeu, de gagner. Et la réponse est la suivante. Donc, si on regarde Blaise, par exemple, eh ben, la probabilité qu'il a de gagner, donc il a déjà gagné 2 fois, Pierre a gagné 1 fois, donc il n'a plus qu'à gagner 1 seule fois. Donc Blaise, pour gagner, il peut gagner soit au prochain coup, soit perdre au prochain coup, mais il doit gagner au suivant, parce que sinon il aura perdu 2 fois de suite, et ça sera Pierre qui aura gagné. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est que cette probabilité qu'il a de gagner? Ben, la probabilité de gagner, a priori, bon, c'est un demi, hein, c'est une pièce qui a normalement une chance sur 2 de tomber sur pile, une chance sur 2 de tomber sur face. Et la probabilité de perdre au prochain coup, c'est un demi, mais de gagner au suivant, c'est un demi. Donc en fait, on tombe sur un demi plus un demi fois un demi. Donc ça fait 3 quarts. Donc si la chance de Blaise de gagner de 3 quarts, il doit gagner 3 quarts de 64 pistoles. Et ça nous fait 48 pistoles. Donc c'est le fameux raisonnement de Pascal. Et pourquoi est-ce qu'on parle de début des probabilités? Ben, c'est déjà l'idée que les probabilités vont nous aider à pouvoir un peu prévoir ce qui va se passer, donner une probabilité sur ce qui va se passer dans le futur, conjecturer. Et toute l'idée des probabilités modernes basées justement sur les probabilités conditionnelles prend ses germes dans ces lettres de Pascal à Fermat. Donc maintenant, je vais sauter des étapes. Je vais passer au deuxième théorème important. Donc à partir d'ailleurs de cette conversation entre Pascal et Fermat, il y a beaucoup de littérature autour de Huygens et tout ça pour justement utiliser ces idées pour faire des calculs de rente, des contrats de mariage et tout ça. Donc il y a un développement. Mais on peut dire que la deuxième date importante, ça va être par Jacques Bernoulli et ça va concerner les théorèmes centraux limites. Les théorèmes limites, pardon. Donc, qui est Jacques Bernoulli? Jacques Bernoulli, il naît exactement l'année d'ailleurs des lettres de Pascal à Fermat. C'est un mathématicien suisse. Alors apparemment, c'est une famille de mathématiciens. Il a un frère Jean qui a l'air d'avoir très mauvais caractère et les deux sont mathématiciens et apparemment ils correspondent par petits billets mathématiques un peu rudes. Et donc c'est peut-être pour ça que Jacques ne va pas publier son œuvre la plus importante. Elle ne sera publiée qu'après sa mort par son neveu. Donc, on voit d'ailleurs que cet ouvrage, donc publié par Jacques, s'appelle Ars Conjectandi, donc l'art de conjecturer. Donc, qu'est-ce que va faire Jacques Bernoulli? Eh bien, il va considérer d'abord ce qui est une généralisation en gros du pile ou face, qui est une probabilité, donc une mesure qui va donner une probabilité P de succès et 1 moins P d'échec. Donc si vous pensez au jeu du pile ou face, et que vous pensez que le succès c'est par exemple avoir pile, ben P c'est un demi. D'accord? Mais vous pouvez imaginer après que votre pièce est un peu truquée, tout ça, et donc elle aura plus une probabilité P de tomber sur pile, et non 1 moins P. Et donc le grand résultat de Jacques, ça va être de considérer ce qui se passe quand on regarde, donc c'est un jeu de pile ou face, disons, mais on regarde ce qui se passe pendant très longtemps. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un théorème limite qui va donc considérer ce qui se passe. Par exemple, si je tire une pièce n fois, qu'est-ce que je dois observer? Si on fait des paris, par exemple, qu'est-ce que je dois parier que je vais voir? Et évidemment, tout le monde va se dire, une pièce, si je la tire n fois, je devrais trouver à peu près n sur 2 fois pile. C'est évidemment ce qu'on s'attendrait à trouver, et n sur 2 fois face. Mais maintenant, quelle erreur est-ce que vous pouvez tolérer? Parce qu'en fait, la probabilité de trouver exactement n sur 2 fois pile va tendre vers 0, et toute petite. Donc, qu'est-ce que vous devez vous attendre à voir? Donc, ce que Jacques Bernoulli montre,
c'est que le rapport, le nombre de fois où on doit trouver pile sur le nombre de fois où on a fait le tirage doit être de l'ordre de P. Donc P égale 1,5 dans le cas du pile ou face. D'accord? Et l'erreur, donc, est juste une proportion de n. Donc il montre la probabilité de trouver Pn moins n fois une constante positive et Pn plus nb, où b et a sont des constantes positives, et bien ça va tendre vers 1, cette probabilité. Donc ça, c'est bien, mais on voit quelque part qu'il y a de la marge, parce que là, c'est un peu le bon sens. On se dit bien qu'on ne va pas trouver, que la proportion de fois où on devrait trouver un pile, ça va être 1,5, et ça répond au bon sens. Mais ça ne dit pas exactement quelle est la bonne échelle de l'erreur. D'accord ? Et ça, c'est important, justement, si vous voulez faire, par exemple, des sondages ou faire des paris, vous voulez savoir quel est exactement l'ordre de grandeur de l'erreur. Alors, avant de passer d'ailleurs au transparent suivant, ici, il y a donc un timbre représentant Jacques Bernoulli, donc un timbre suisse, et on voit donc la représentation de la loi des grands nombres sur ce timbre, c'est de dire que quand on va tirer quelquefois au début, on va obtenir des résultats très aléatoires, mais plus on va aller dans le temps, les résultats seront de moins en moins aléatoires, on va converger, on va avoir une proportion qui va converger vers une constante. Donc le gros apport qui va être fait par la suite, ça va être de préciser la taille de cette erreur. D'accord ? Parce que là, on se rend bien compte que cette estimation n'est pas très très fine. Alors ça vient peu de temps après, en fait, dans un travail de De Moivre, Abraham De Moivre. Donc Abraham De Moivre, lui, est protestant, il est en France, il doit s'exiler au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Donc il va en Angleterre. Et c'est dans l'histoire que je vous raconte, c'est un peu le pauvre mathématicien qui n'obtiendra jamais de poste. Enfin, il y a toujours des mathématiciens maudits dans un exposé. C'est un peu celui-là. Il est reconnu par Newton et Leibniz pour ses qualités en mathématiques, mais en gros, on raconte qu'il y a des chaussures trouées. Enfin, c'est terrible. Donc, vous pouvez penser à lui comme le mathématicien maudit de mon histoire. Ça sera le dernier. Et donc, qu'est-ce que fait Abraham De Moivre ? Lui, il va raffiner ce résultat de Jacques Bernoulli pour donner la taille de l'erreur. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que la taille de l'erreur ? Et qu'est-ce qu'on voit ici, d'ailleurs ? C'est la loi normale. Donc, la taille de l'erreur, Bernoulli nous avait dit, elle ne va pas être plus grande que n, la taille de l'erreur. Ce que fait Abraham De Moivre, c'est qu'il trouve l'ordre exact de cette erreur. D'accord ? L'erreur doit être de l'ordre de racine de n, donc bien plus petit que n. Et si on regarde la probabilité, donc pensez de nouveau au pile ou face, donc P est égal à 1,5. Donc si on regarde la probabilité de trouver n sur 2 moins racine de n fois une constante, et donc n sur 2 plus racine de n fois une autre constante fois pile, cette probabilité va converger vers une constante non triviale. Ça va être quelque chose strictement entre 0 et 1. Donc on a vraiment un résultat limite qui nous décrit exactement la taille de l'erreur. Et ce qui est d'important, c'est que cette probabilité-là, elle converge quand n tend vers l'infini, vers la probabilité de l'intervalle moins a, b, sous la distribution normale. D'accord ? Donc cette distribution normale, je vous l'ai montré tout à l'heure, mu est ici nul, sigma, dans le cas du pile ou face, je crois, est égal à 1,5. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut calculer, qui est la covariance. Et donc, c'est la première apparition de cette loi normale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, dans le cadre du pile ou face. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 choses. Abraham De Moivre arrive à démontrer, ce théorème central limite, arrive à montrer que les fluctuations sont données par cette loi normale. Donc, j'ai quelque part montré le premier lien dans tous mes transparents. Alors maintenant, j'arrive finalement à Pierre-Simon de Laplace, donc un peu plus tard, milieu du XVIIIe. Donc Pierre-Simon de Laplace est connu pour avoir eu des origines plutôt modestes.
en Normandie. Apparemment, il était fils d'un petit propriétaire et il avait été remarqué par des voisins, on dit pour sa belle prestance et sa belle intelligence. C'est vrai qu'il a plutôt belle allure. Et il va donc faire ses études à Caen, où il va rencontrer d'Alembert. Apparemment, il cherchait à rencontrer d'Alembert depuis un moment. D'Alembert ne voulait jamais le rencontrer. Et là-dessus, il lui a écrit ses idées sur la mécanique céleste. Et là-dessus, d'Alembert l'a reçu 4 heures après. Donc, il rencontre d'Alembert visiblement par ses lumières, plus que par son réseau. Et à partir de là, d'Alembert va le propulser. Il va l'envoyer à Paris, où, comme on peut le voir, il a une carrière assez fulgurante. Donc il va aller à l'Académie des sciences, il y sera élu en 1793, à l'Académie française en 1816. Il va être comte de l'Empire en 1806. Il est marquis en 1817. Donc vous voyez qu'il a un peu tous les honneurs, que la politique ne le trouble pas, puisque 1793, c'est la terreur. La Restauration, c'est 1814 ou 1815. Donc vous voyez qu'il traverse toute cette histoire assez tranquillement. Mais bon, finalement, il fait des mathématiques et moi, ça ne me gêne pas qu'il soit insensible aux turbulences de l'histoire. Donc à cette époque, il faut le dire aussi, c'était une époque très très riche en mathématiciens. Donc c'est un contemporain de Euler, Lagrange, Legendre, Fourier, Gauss. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, comme on va le voir autour de la mécanique céleste. Et puis aussi, curieusement, il voulait se mêler de politique et il a apparemment beaucoup insisté auprès de Napoléon pour être ministre de l'Intérieur. Et donc il le sera pendant 6 semaines. Donc je vais dire un petit mot là-dessus un peu plus tard, mais ce que vous pouvez déjà voir à cette carrière, c'est que c'était un mathématicien énormément influent. Et ce que j'essaierai de vous montrer un petit peu, c'est que c'était en gros un génie de l'analyse mathématique et que grâce à ça, il a trouvé des résultats absolument extraordinaires, donc sur la mécanique céleste, sur les étoiles, les planètes, en probabilité, en physique, et il était donc vraiment impressionnant. Donc c'est pas seulement un homme de réseau, c'est aussi un homme de résultats absolument impressionnant. Donc pour en revenir sur son passage au ministère de l'Intérieur, donc il avait beaucoup insisté auprès de Napoléon qui voulait se garder de bonnes relations avec cet homme de science. Mais donc, comme je l'ai dit, ça a duré 6 semaines. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre cette phrase donc, de Napoléon sur le billet où il révoque Laplace, parce que ce billet est très savoureux quand vous êtes mathématicien, puisque Napoléon dit de Laplace, géomètre de première catégorie, Laplace n'a pas tardé à se montrer un administrateur plus que médiocre. Laplace cherchait des subtilités de partout. Il avait seulement des idées problématiques et enfin portait l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration. Donc c'est très savoureux quand vous faites des probabilités, parce que c'est vrai que l'infiniment petit, c'est ce qu'on aime, c'est ce avec quoi on travaille tous les jours, et en analyse, c'est ça. On joue avec l'infiniment petit tous les jours, donc apparemment, en tout cas à l'époque, ça n'était pas très utile pour exercer le métier de ministre de l'Intérieur. Alors parlons un peu plus de la science. Donc la carrière de Laplace commence plutôt en astronomie, commence pas en probabilité. En fait, il commence très jeune, donc il écrit les premiers articles en 1771. Donc il avait 49 ans, il était né en 49, donc il avait 22 ans. Donc vous voyez, là, on était grand astronome tôt à cette époque. Et donc il écrit Mécanique céleste et Exposition du système du monde, qui est un peu un recueil de tous les articles qu'il écrit pendant cette période de 1771 à 1787. Et il est très très connu pour avoir le premier démontré la stabilité du système solaire. Donc pourquoi est-ce que les planètes ne vont pas commencer à aller à l'infini? Donc c'était une question que Newton avait laissée ouverte. Et donc quand Laplace réussit à le démontrer, fait un bruit énorme. Il avait également posé cette hypothèse de la nébuleuse sur la création de l'univers, avec l'idée qu'on a un gaz qui tourne autour d'un axe, qui se met en anneau et qui se concentre en planète. Donc cette hypothèse semble toujours valide aujourd'hui, même si elle a été un peu corrigée.
Apparemment, il conjecture le concept de trou noir, donc l'existence de ces planètes tellement lourdes que la lumière ne peut pas le traverser. Donc il est très très en avance sur son temps et il est reconnu comme tel. Ce n'est pas un mathématicien malheureux, il a tous les honneurs une fois qu'il fait ses révélations. Et on peut dire que l'ensemble de ces travaux est marqué, donc, comme je le disais, par vraiment une force dans le développement de l'analyse très très impressionnante. Donc je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais grosso modo, c'est le calcul différentiel et surtout le calcul intégral qu'il va développer et qui vont lui donner des outils que les autres lui permettent d'avoir une avance sur tous les autres et lui permettent donc en particulier de développer donc toute cette mécanique de Newton qui avait bien besoin de ces outils d'analyse. Donc maintenant, je vais commencer à passer bientôt aux probabilités. Mais alors, on peut se demander à ce moment-là pourquoi Laplace, astronome reconnu de tous, commencerait à se mêler de probabilités. Parce que c'est vrai, à cette époque, il faut voir, c'était les probabilités, ça regardait des problèmes de jeu, à la rigueur des contrats de mariage, des rentes, rien d'aussi glorieux que les planètes. Donc pourquoi est-ce qu'il pouvait avoir une telle idée? Il y avait aussi ce problème, à l'époque, on peut y penser, quel était le rôle de Dieu dans tout ça? Parce que finalement, conjecturer l'avenir, c'est un peu oublier que Dieu Tout-Puissant nous attend au tournant. Donc sur cette question-là, Laplace était très clair. Et d'ailleurs, il avait dit, là aussi je vais raconter une anecdote qui est très connue et qui est amusante, donc sur la stabilité du système solaire. Donc Napoléon va voir Laplace et lui dit « Ah, ce livre que vous avez écrit, La mécanique céleste, c'est très très bien, vous y parlez de la création, mais pourquoi n'y parlez-vous pas du créateur ?» Et là, Laplace lui aurait répondu « Sire, c'est que je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc on peut voir déjà que Laplace était très sûr de lui, mais également, même si la création pouvait avoir eu besoin d'un créateur, ce qu'on va voir, c'est que ce qu'il concevait, c'est que toute l'évolution de la création n'en avait plus besoin. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux déterminisme de Laplace, qui est donc cette affirmation très forte que l'évolution du monde qui nous entoure peut être complètement analysée si seulement on était assez fort. Donc qu'est-ce que dit Laplace? Il dit « Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de ce qui va suivre. Et une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. » Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez trouver dans l'introduction à la théorie analytique des probabilités. Et elle dit donc, a priori, qu'on peut tout calculer. Donc, de nouveau, pourquoi est-ce que Laplace irait s'embêter avec des probabilités qui ne donnent que des résultats, justement, en probabilité? Et bien, l'idée, c'est que quand même, il se rend compte que l'intelligence, là, qui pourrait tout calculer, eh bien, elle n'existe pas encore, que lui, il n'est pas capable de faire tous ces calculs, et donc il doit s'en remettre à l'observation. Il doit s'en remettre à l'observation, et à partir des observations, réussir à calculer, donner des réponses sur ce qui va se passer. D'accord? L'art de conjecturer, toujours, à partir des observations. Et donc, il faut qu'il comprenne comment utiliser ces observations. Et c'est là que les probabilités vont arriver. Alors, là, il y a donc deux livres, principalement. Donc, la théorie analytique des probabilités et aussi l'essai philosophique sur les probabilités. Donc, des livres sur lesquels il commence à travailler à partir de 1795, donc à peu près 20 ans après avoir commencé à travailler sur la mécanique céleste. Et ce qu'il commence à faire d'abord dans la théorie analytique des probabilités, c'est une vraie démarche de mathématicien. Il commence à définir les outils les choses qu'il va considérer. Et il a donc toute une introduction où il explique ce que c'est que les probabilités. Donc une probabilité est le rapport du nombre de cas favorables à celui de tous les cas possibles. Donc ça semble une définition raisonnable. Mais dès que vous êtes mathématicien, vous vous dites « mais qu'est-ce qui se passe si les cas n'ont pas la même probabilité ?» Donc tout de suite, lui aussi, il pense à ça. Il dit ça suppose que les divers cas sont également possibles.
Donc s'ils ne le sont pas, on déterminera leurs possibilités respectives. Il définit également la notion d'indépendance. Donc la notion d'indépendance est quand même centrale en probabilité. Et il la définit en disant que si les événements sont indépendants les uns des autres, la probabilité de l'existence de leur ensemble est le produit de leur probabilité particulière. Donc si vous pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au pile ou face, j'ai dit, imaginons qu'au prochain coup, il a perdu, à celui d'après, il a gagné. Je vous ai dit, la probabilité, c'est un demi pour l'un, un demi pour l'autre, donc j'ai pris le produit. J'ai dit que la probabilité du tout, c'était un quart. Et moi, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai utilisé cette définition de l'indépendance. Et puis, après, il continue, il dit, qu'est-ce qui se passe si les événements ne sont pas indépendants, comment on fait? Et il a ainsi 10 principes. Donc ça, c'est le début du fondement de calcul des probabilités. Et maintenant, je vais vous décrire un premier résultat qui est très important, mais sur lequel je ne veux pas m'appesantir, qui est un peu le début des statistiques bayésiennes. Donc, comme je vous le disais, l'important pour Laplace, c'est de pouvoir prévoir les événements futurs. Donc, c'est ce qu'il fait, en gros, dans le chapitre 6, donc qui s'appelle « De la probabilité des causes et des événements futurs, tirés des événements observés ». Ce qu'il va faire, c'est essayer donc de prédire ce qui se passe, de prédire l'avenir à partir de ce qu'il a observé. Donc, le théorème dont je vais vous parler, le résultat, c'est le théorème qu'on appelle de Bayes-Laplace, qui est le suivant. Donc, supposons que vous vous êtes donné une urne pleine de billes noires et blanches, en proportion P que vous ne connaissez pas, et que vous avez fait un tirage, et qu'à ce moment-là, vous avez tiré M boules noires. D'accord ? Donc, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'à partir de ce tirage-là, vous allez pouvoir déduire la proportion P que vous ne connaissez pas. D'accord ? Donc, c'est un peu de bon sens, vous dire que vous aurez envie de dire que P, ça sera genre M sur N. D'accord ? Mais qu'est-ce que vous dit Bayes-Laplace ? Il vous dit quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, par exemple, il vous dit qu'est-ce qui va se passer au prochain tirage. Donc, quelle est la probabilité qu'au prochain tirage, vous ayez une boule noire ? Eh bien, ça va être M plus 1 sur N plus 2. Donc M, c'est le nombre de boules noires. Alors vous pouvez voir que cette formule n'est pas totalement stupide, puisque si vous n'avez fait aucune observation, M et N sont 0, vous avez un demi, donc vous avez une probabilité 1,5 d'avoir, comme vous ne savez rien, vous avez une probabilité 1,5 d'avoir une boule noire, 1,5 d'avoir une boule blanche. Que si M et N sont très grands, vous pouvez oublier ça, et puis vous trouvez à peu près le rapport du nombre de tirages que vous avez effectué. Donc c'est une formule. Alors comment est-ce que on trouve cette formule et pourquoi est-ce que ça s'appelle le théorème de Bayes-Laplace? Eh bien l'idée donc vient un peu précédemment aux travaux de Laplace, dans des travaux de Bayes, qui était un pasteur anglais, donc qui avait travaillé juste à cette époque-là sur ces problèmes-là, mais dont les travaux étaient totalement un peu perdus. En fait, lui également, il n'avait pas publié ses travaux, ils avaient été édités par Price après sa mort. Et les travaux de Bayes portaient en germe l'idée de ces statistiques, mais étaient beaucoup moins développés que ne seront ceux de Laplace. Donc de quoi s'agit-il en fait? Quelle est l'idée pour obtenir cette formule? Eh bien l'idée c'est de dire qu'a priori on a un certain modèle. Donc quand vous avez une urne, vous avez envie de dire que vos boules sont bien mélangées et que grosso modo, quand vous faites un tirage, vous allez avoir une probabilité P de tirer une boule noire. Et 1 moins P de tirer une boule blanche, d'accord, si c'est les proportions. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez supposé que vous aviez un tirage de Bernoulli. Alors, c'est pas complètement évident, parce que si, par exemple, votre urne n'avait pas du tout mélangé et qu'au-dessus, il n'y a que des boules noires, vous allez trouver que des boules noires au début, et si vous ne tirez pas assez longtemps, en fait, vous ne verrez pas du tout les boules blanches. Donc, il y a cette idée d'avoir un modèle, a priori, pour vos expériences, et que le coefficient P, que vous ne connaissez pas, en fait, est aléatoire et que vous allez essayer de le déterminer. Donc, quand vous avez ce type de modèle, vous pouvez aussi trouver la probabilité P, la probabilité que la proportion P prenne telle et telle valeur. Donc, c'est l'idée des statistiques bayésiennes, qui sont aujourd'hui une grande partie des statistiques. Donc, cette idée d'avoir des modèles a priori. Donc, maintenant, je rentre dans le cœur du sujet.
donc le théorème central limite selon Laplace. Donc je vous rappelle que le théorème central limite, là on a vu ce qui se passait avec Bernoulli et donc Abraham de Moivre. Et le théorème selon Laplace va être une extension très importante de ces théorèmes de Bernoulli et de Moivre. Alors juste un petit mot d'ailleurs qui est assez intéressant. Vous pouvez vous demander pourquoi ça s'appelle théorème central limite, cette affaire. Et en fait, tout probabiliste se pose cette question un jour ou l'autre, parce qu'on ne sait jamais bien s'il faut mettre un E à centrale, qu'est-ce que c'est que ce central et tout. Eh bien, en fait, cette appellation vient simplement du XXe siècle. Donc, Laplace, de Moivre et Bernoulli n'appelaient pas ce genre de résultat théorème central limite. Ça nous vient de Polya, et malheureusement, Polya parlait allemand. Et donc, apparemment, ça serait une mauvaise traduction donc, de la façon dont Polya avait voulu appeler ce résultat. Polya voulait dire que c'était un théorème limite qui était central dans la théorie des probabilités. Donc c'est ça qui s'appelle théorème central limite. Donc maintenant, vous le saurez. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce théorème central limite? Il nous dit que dans une grande généralité, si vous avez une somme de variables aléatoires indépendantes, convenablement normalisées, ça va converger vers la moyenne. Donc ça, c'est le théorème de Bernoulli. Vous allez, si vous faites n tirages d'une pièce, vous vous attendez à avoir la pile une fois sur deux. Et l'erreur, elle va être distribuée asymptotiquement selon une loi normale. Donc ça, c'est le théorème de De Moivre. Mais comme je vous l'ai dit, là, ce n'est plus seulement pour des distributions de Bernoulli, c'est pour toutes sortes de distributions. Donc je peux vous le refaire un peu plus mathématiquement. Donc de quoi s'agit-il? On prend des variables aléatoires, x1, x2 jusqu'à xn, qui sont indépendantes. On les somme, on divise par n, et on regarde ce qui se passe quand n tend vers l'infini. D'accord? Et le théorème nous dit que la probabilité que cette quantité-là vaille entre m, donc m est la moyenne, plus a sur racine de n, et m plus b sur racine de n, ça converge quand n tend vers l'infini, vers la probabilité de l'intervalle AB sous cette distribution-là. D'accord? Donc si vous retournez au théorème de De Moivre, eh bien, les xi vont prendre seulement deux valeurs, disons 0 et 1, 0 si vous avez pile, et 1 si vous avez face. Et donc les tirages sont indépendants, donc vous comptez le nombre de fois où vous avez pile, ça va converger vers la proportion, et l'erreur est distribuée selon la loi normale. Alors, je sais que là, c'est un moment crucial de l'exposé. Je vous donne une petite preuve. Donc, quelle est cette preuve? Ça va être là, je vais juste vous parler un peu de l'argument de Bernoulli et de l'argument de Laplace. Donc, pourquoi est-ce que l'argument de Laplace était bien supérieur? Enfin, l'argument déjà de Bernoulli et de Moivre était très impressionnant, mais bon. Donc, l'argument de Bernoulli se repose sur le fait que dans le cas de pile ou face, ou de loi de Bernoulli, on peut faire des calculs exacts. C'est-à-dire que si vous voulez regarder la probabilité de trouver m face, d'accord, quand vous faites n tirages, eh bien, ça va être ce qu'on appelle la binomiale divisée par 2 puissance n. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que la binomiale? C'est un rapport de factoriel. Bon, alors, je vous rassure, il y aura seulement trois transparents de preuve. Donc, et comment est-ce qu'on trouve ça? Alors ça, je crois qu'on le voit maintenant en lycée, peut-être en terminale, il me semble. Comment est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, on regarde en fait, chaque événement aura une probabilité 1 sur 2 puissance n, et on va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut trouver m pile. Eh bien, en fait, il va falloir trouver déjà, on va trouver un premier moment où on aura pile, donc on aura n choix. On en trouvera un deuxième, on aura n-1 choix, etc. jusqu'à n-m. Donc ça, c'est toutes les façons de trouver m bi parmi n. Mais maintenant, les moments sont ordonnés. Donc il faut diviser par m factoriel pour réordonner ces nombres. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au jeu de pile ou face, vous avez une probabilité qui est donnée très explicitement. Et c'est ce que va utiliser Bernoulli. Donc qu'est-ce que va faire Bernoulli? Il va regarder la probabilité qu'on tire moins de n sur 2, moins à n face sur n coups. D'accord?
Alors, quel est l'argument? Donc, l'argument clé, c'est que Bernoulli va remarquer que si on regarde la probabilité de tirer, disons, m faces, et que m est très loin de n sur 2, eh bien, cette probabilité, elle va être croissante jusqu'à n sur 2, et même mieux que croissante, si je regarde la probabilité de trouver m faces sur la probabilité de trouver m plus une face, ça va être strictement plus petit que 1. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire le calcul chez vous. Je ne vous mens pas. Et ça, c'est une excellente idée de remarquer ça, parce que ça veut dire également que si on compose cette inégalité plusieurs fois, la probabilité de trouver m faces va être beaucoup plus petite que la probabilité de trouver m plus n sur 2 faces. D'accord? Avec un coefficient ici qui est b à la puissance n sur 2, donc comme b est plus petit que 1, c'est aussi petit quand n tend vers l'infini, ça va être très petit, ça va tendre vers 0 très rapidement. Donc après, comment est-ce qu'on achève la démonstration? Eh ben, l'idée, c'est de se dire, à ce moment-là, si je regarde par exemple la probabilité de trouver entre 0 et n sur 2 faces, par exemple, ça va être beaucoup plus petit que la probabilité de trouver entre n moins n sur 2 faces. D'accord? Il y aura au moins ce rapport-là, et ce pour tous les intervalles jusqu'à n moins n sur 2. Donc comme vous avez au plus à peu près 2 sur a tel intervalle, eh bien, vous voyez que la probabilité d'être dans l'ensemble de cet intervalle va être bien plus petite que celle d'être ici. Donc ça vous permet de montrer que cette probabilité tend vers 0. Donc ça, c'est l'argument de Bernoulli. Il est finalement assez simple. Et l'argument de De Moivre raffine celui-là. C'est-à-dire il va aussi utiliser cette formule, mais il va réussir à analyser beaucoup plus finement le comportement de cette probabilité. Alors la preuve de Laplace, elle a été appelée par ses contemporains le Mont Blanc de l'analyse mathématique. Alors j'ai pensé un moment essayer de vous faire grimper, mais je crois que je vous donnerai simplement les premiers pitons, les premières idées, parce que c'est vrai qu'elle est quand même très technique. Et je pense que ce qui est important, c'est un peu de se rendre compte que Laplace a réussi en fait à donner un nouveau point de vue. Donc comme je vous l'ai dit, là, le premier point de vue de Bernoulli et de Moivre, c'était très combinatoire. Et donc, ce que fait Laplace, c'est qu'il prend un point de vue analytique. Donc le point de vue analytique, c'est quoi? Eh bien, il introduit ce qu'on appelle les fonctions génératrices. Les fonctions génératrices, donc je regarde une distribution qui est sur 0, 1 à la puissance r, jusqu'à r. Et c'est un polynôme donc, dont les coefficients sont donnés par ces mesures de probabilité. D'accord? Donc ça, c'est une fonction. Et la grande remarque, c'est que si on regarde la distribution de somme de variables aléatoires indépendantes, on peut facilement calculer la fonction génératrice, ça va être la puissance de la fonction génératrice. Alors ça, c'est pas très difficile. Si vous développez ce produit, vous vous rendez compte que si vous regardez le coefficient t à la puissance m, eh ben, ça sera la somme sur toutes les combinaisons possibles pour que les xi valent telle et telle valeur, telle que la somme vaut m. D'accord? Donc c'est exactement ce développement, et c'est en effet la mesure de probabilité. C'est en effet la probabilité qu'on observe m faces. Alors vous me direz, en fait, on n'a rien changé. En fait, si, on a changé beaucoup de choses, parce que là, on est passé de se dire, on va essayer d'estimer des énormes sommes, des sommes qui tendent vers l'infini, dont on ne sait pas comment les estimer quand la taille tend vers l'infini, au problème d'estimer des fonctions. Et là, Laplace est très bon. Sa seconde idée, c'est d'exprimer le coefficient, donc ce qu'il veut regarder, c'est le coefficient Tm, d'accord, avec m de l'ordre de n sur 2, de ce polynôme. Et ça, il peut l'exprimer comme une intégrale, avec des coefficients donc, qui tendent vers l'infini. Mais là, c'est aussi ce que Laplace a su développer, c'est ce qu'on appelle la méthode de Laplace. C'est comment estimer des intégrales avec des paramètres qui tendent vers l'infini. Donc là, c'est le Mont Blanc mathématique, je ne vous en dirai pas plus. Et je vais arriver aux applications. Alors, la loi normale, elle décrit les fluctuations de nombreuses mesures. Au XXe siècle, on va beaucoup améliorer ce théorème de Laplace. On va montrer qu'on peut affaiblir les conditions d'indépendance, par exemple. Et puis après, il y a les applications donc, dans la vie de tous les jours. Donc,
Laplace s'était intéressé très tôt à ces problèmes de recensement que je vous avais mis au début. Il s'intéressait à comprendre s'il y avait des raisons, des réelles raisons au recensement qu'il observait. Donc, par exemple, pourquoi est-ce qu'à Carcel-Grignon, on n'observait pas la proportion de 21 filles pour 22 garçons? Donc ça, c'est une bonne question. Donc il se rend compte qu'il y a une anomalie. Mais en fait, une fois qu'il a le théorème de Laplace se dit quelle est la probabilité que j'observe ce recensement? Et il se rend compte, disons, que la probabilité vaut 1 sur 100. Donc elle est toute petite. Mais il se rend compte aussi qu'il a regardé une bonne centaine de villages. Donc il serait totalement anormal, ou de région, il serait totalement anormal qu'en fait, il n'y ait jamais des anomalies statistiques. D'accord? Et si on regarde 100 villages, c'est normal qu'il y en ait au moins un qui ait un comportement qui ne soit pas normal. C'est ce que nous dit exactement le théorème central limite. Donc après Laplace, donc, les fameux tours de poitrine, ça c'est lié aux travaux de Quetelet, donc un statisticien qui suit Laplace de près et qui lui est un sociologue. Et à un moment, il décide à essayer de définir l'homme moyen, dont il pense beaucoup de bien apparemment. Et donc, il prend les mensurations, donc, par exemple, de soldats écossais. Alors après, ça va être la théorie des erreurs. Donc, par exemple, quand vous faites des mesures, vous savez que votre appareil n'est pas tout à fait au point, il fait des petites erreurs. Comment est-ce que vous comprenez la distribution de ces erreurs? Eh bien, en fait, très souvent, elles sont gaussiennes. Donc, c'est ce qui va utiliser aussi ce théorème de Laplace. Donc, il y a ce calcul de rente, d'assurance, de contrat de mariage. Il y a les mathématiques financières aujourd'hui, et donc le sondage, la statistique, enfin partout où on vous parle d'erreurs, très souvent on vous parle de loi normale. Alors je voudrais parler d'une autre application qui est la marche aléatoire et le mouvement brownien. Alors je me rends compte que je suis un petit peu en deçà de mon temps, mais je vais essayer de quand même vous raconter ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une marche aléatoire? Une marche aléatoire, c'est comme le pile ou face, c'est une fonction qui dépend du temps, n, et auquel on rajoute une variable aléatoire indépendante. Donc xn plus 1, ça vaut 1 et moins 1. Donc vous pouvez penser à votre tirage de pile ou face. Vous aurez, disons, 1 quand vous avez pile, moins 1 quand vous avez face. Et la distance donc, de votre fonction à l'axe, ici, quand vous avez 0, ça veut dire que vous avez eu autant de piles que de faces. D'accord? Et vous représentez ça comme une trajectoire qui vous permet d'observer au cours du temps quelle est la proportion de piles et de faces. Alors maintenant, le mouvement brownien, il va apparaître quand on regarde ce genre de mouvement aléatoire de loin. Donc si vous pensez de loin, il faut que vous pensiez au théorème central limite de Laplace et à ce qui peut se passer donc, quand vous regardez ceci, mais de plus en plus loin, en fait. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez un mouvement très oscillant, aléatoire, voilà, qui montre des... Donc là, vous voyez que vous avez de plus en plus de piles, et puis d'un coup, vous avez des faces, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et ce mouvement brownien, il a été justement défini d'abord en mathématiques financières par Louis Bachelier en 1906, mais il avait été observé bien avant par Robert Brown en 1827. Donc Robert Brown, lui, regardait des grains de pollen, et il s'était rendu compte que ces grains de pollen, ils avaient des mouvements totalement aléatoires. Alors évidemment, les grains de pollen, ils vont pas dans une seule direction. Donc il faut plutôt penser ici à une marche aléatoire, disons dans le plan, le grain de pollen est entre deux lamelles. Donc il a tendance à aller un coup à gauche, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas, avec même probabilité, d'accord? Et quand on commence à regarder ce mouvement de plus en plus loin, ce qu'on voit arriver, c'est un espèce de mouvement comme ça, complètement aléatoire, désordonné. Et c'est ça, en fait, que Brown a observé donc en 1827, quand il regarde ces grains de pollen. Donc c'est pour ça que ça a pris son nom. Alors cette idée-là, donc imaginez, quand vous êtes avec votre loupe, vous regardez le grain de pollen, vous voyez quelque chose comme ça, évidemment, vous êtes un peu étonné. Et vous pouvez penser aussi d'ailleurs que quand je définis ma marche allant un coup vers le haut, un coup vers le bas, ça peut être quelque chose de beaucoup plus continu, puisque le théorème de Laplace nous dit que finalement, n'importe quelle distribution va me donner à grande échelle, vue de loin, le même genre de comportement. Alors cette idée, elle a été reprise par
par Einstein et Jean Perrin pour calculer le nombre d'Avogadro. Donc quelle est l'idée d'Einstein? C'est de dire, si je regarde en fait une grosse particule, donc mon grain de pollen, qu'il est dans mon gaz, et dans mon gaz, en fait, il y a plein de petites particules. Je ne les vois pas, mais elles sont là, et elles vont venir taper sur ma grosse particule. Donc à chaque fois que j'ai des coups, ça va dévier un peu ma grosse particule. Et donc ça va être pour ça que la grosse particule va avoir un espèce de mouvement comme ça, un peu fou comme on l'a vu. Donc je peux vous montrer, si j'y arrive, comment ça se passe. Donc imaginez, d'abord vous avez une grosse particule, elle avance. Bon, j'ai pas réussi à supprimer cette petite particule dans le gaz, mais vous pouvez l'oublier. Donc on voit que la grosse particule avance de façon complètement déterministe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à mettre des petites particules dans votre gaz? Alors vous voyez qu'à chaque fois que les petites particules touchent la grosse particule, votre mouvement va devenir aléatoire, va aller vers le haut, vers le bas, de façon désordonnée. Donc vous pouvez encore monter. Je peux vous monter d'un coup la température, les particules, et là, vous allez voir, ça commence à aller plus vite. Et donc on a cette représentation du mouvement brownien que Braun avait donc vu en 1827 comme le résultat de tous ces petits chocs, de toutes ces petites particules. Donc la raison pour laquelle je vous montrais cette histoire, c'est que c'est la façon dont Jean Perrin, et grâce à la formule d'Einstein, ont pu donc compter ce nombre de petites particules qu'on ne voyait pas. C'était en regardant le mouvement de cette grosse particule, en se rendant compte que la vitesse de cette grosse particule, c'est dû au nombre de petites particules qui vont aller taper dedans. Donc c'est comme ça qu'il a calculé, en tout cas estimé, le nombre d'Avogadro. Alors, dans les 10 dernières minutes, je vais vous parler un peu de choses plus modernes. Enfin, la loi normale, le mouvement brownien, c'est encore une grande partie des probabilités. Mais aujourd'hui, il y a un problème dont je voudrais vous parler, qui est tout à fait d'actualité, qui est d'essayer de comprendre d'autres lois universelles. Donc là, on a vu que cette loi normale, elle arrivait dans beaucoup de contextes. Et moi, je voudrais vous parler d'une autre classe d'universalité, c'est celle où il y a un phénomène de croissance. Alors par exemple, si vous regardez un feu, donc voilà, un feu, si vous regardez le front du feu, le feu il va avancer avec une certaine vitesse, mais le front, comment est-ce qu'il va commencer à se répandre, on ne sait pas trop. C'est pareil si vous regardez du papier que vous mouillez. Donc tout ça, c'est décrit par des surfaces aléatoires, qui croît aléatoirement. Alors c'est assez difficile, ce qu'on voudrait, c'est comprendre comment ce front va bouger. D'accord ? Donc je vous l'ai dit, en général, on a une vitesse constante, des fluctuations autour de cette vitesse constante. Et là, c'est très difficile à mesurer la fluctuation du front du feu. Donc il vaut mieux faire ça tranquillement en laboratoire. Et c'est ce qui a été fait en fait très récemment par deux Japonais, Takeuchi et Sano, qui ont regardé ce qui se passait si ils mettaient un champ électrique dans un cristal liquide. Donc c'est un peu pour mimer cette idée de feu et pour essayer de contrôler quelles sont les fluctuations de cette interface. Alors voilà le film, donc c'est Takeuchi qui me l'a gentiment prêté. Donc on voit un front qui avance à vitesse constante et puis on voit autour des petites fluctuations là, et c'est ça qu'ils ont mesuré très précisément. Et ils ont trouvé que la distribution là n'est pas du tout donnée par la loi gaussienne, elle est donnée par ce qu'on appelle la loi de Tracy-Widom. Alors voilà un modèle pour ces phénomènes. Donc c'est un modèle où à chaque instant, vous avez envie de remplacer un carreau jaune par un carreau rouge, donc vous en choisissez un aléatoirement, d'accord ? Et il passe du jaune au rouge, donc vous avez un modèle de croissance de la même façon. Et par exemple, ça c'est encore un problème qui est ouvert pour les mathématiciens, d'arriver à montrer que ce front, on sait qu'il avance à vitesse constante. On aimerait comprendre quelles sont les fluctuations et montrer que c'est la même loi de Tracy-Widom que celle dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est un problème ouvert. Ce qu'on sait faire, c'est un modèle plus simple, qui est un modèle d'embouteillage. Alors voilà l'idée. Vous avez des voitures sur une route, et puis les conducteurs somnolent.
Et ils se réveillent de temps en temps, des moments aléatoires. Et puis là, ils ouvrent un œil et ils regardent est-ce qu'il y a une voiture devant. S'il y a une voiture devant, ils se rendorment. Et s'il n'y en a pas, eh ben, ils avancent d'une case. Et puis ils se rendorment et ils attendent ce qui va se passer. Donc c'est aussi un modèle de croissance quelque part parce que vous voyez, toutes les voitures vont dans cette même direction. Alors, pour ce modèle-là, les mathématiques ont pu être développées. Et ce qui a pu être montré, c'est que si vous regardez, donc imaginons qu'au départ, toutes les voitures sont derrière un feu, le feu passe au vert et vous commencez à voir vos conducteurs qui se réveillent. Et ce qu'on a pu voir, c'est que si vous regardez la position, disons, de la énième voiture, et le moment où elle va passer à la hauteur du feu, il va y avoir un certain temps déterministe et les fluctuations seront données par la loi de Tracy-Widom. Donc là, je vais vous montrer un film, alors ça va assez vite. Donc ici, vous avez des voitures, et là, vous voyez ces voitures qui avancent. Ici, on compte le nombre de voitures qui ont passé le feu. Là, on a la première voiture, et là, on voit une vitesse déterministe et des fluctuations. Donc là, on va le revoir, normalement, en plus petit. Mais donc, l'idée, c'est de se dire que il y a ce phénomène déterministe, il y a une vitesse constante pour passer le feu, et puis des fluctuations. Et ces fluctuations sont données par la loi de Tracy-Widom. Alors là, ça va être le clou du spectacle. Je vais vous parler d'encore d'autres choses. D'où vient cette loi de Tracy-Widom? Alors cette loi de Tracy-Widom, elle ne vient pas au départ de ces modèles de croissance. Elle vient des matrices aléatoires. Et comme c'est la chose sur laquelle je travaille, je vais vous en dire un mot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice d'abord? Je vais vous parler de matrice aléatoire, comme je vous l'ai dit, parce que cette distribution de Tracy-Widom, elle vient de là. Donc les matrices, ne vous inquiétez pas, je n'ai que 3 ou 4 transparents. Les matrices, c'est un tableau de données. Enfin, c'est comme ça que je veux le présenter. Les matrices en mathématiques, ça intervient dans énormément de domaines. Mais moi, je veux que vous y pensiez comme un tableau de données, et plus particulièrement, pour vous réveiller peut-être, vous pouvez penser que là, les colonnes représentent les notes d'un élève. D'accord ? Vous avez le premier élève, deuxième élève, troisième élève, quatrième élève, cinquième élève. Là, vous avez maths, français, philo, enfin ce que vous voulez. D'accord ? Et donc c'est un peu, là, il faut que vous pensiez un peu à des sondages indépendants des mêmes choses. Alors, si on est proviseur, ou je ne sais pas, professeur, on a peut-être envie le soir d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre ces différentes notes, entre ces différentes données. Et vous allez faire des cauchemars après. Et donc, vous avez peut-être envie de voir s'il y a des relations entre les différentes notes, les différentes données que vous avez remarquées. Alors, quel genre de relations? Par exemple, vous pouvez vous dire, vous aimeriez trouver les relations de proportionnalité entre vos différents vecteurs. Donc là, d'accord, vous voudriez voir si les notes du premier élève sont proportionnelles, voire égales à celles du deuxième, ou des choses un peu plus fines. D'accord? Donc ça peut s'écrire comme ça, que la somme de vos vecteurs colonnes, multipliée par certaines constantes, va être nulle. Donc ça peut être une première approche, mais on voit tout de suite que c'est pas terrible, parce que déjà, si c'était pas nul, mais que si c'était petit, déjà, ça pourrait vous donner des informations sur comment ça se passe dans la classe, tout ça. Donc, on veut généraliser un peu cette approche. Et c'est là qu'apparaissent les valeurs propres. Donc les valeurs propres, ça va être d'essayer de chercher une relation du même genre, mais avec ici non pas 0, mais quelque chose qui est proportionnel à vos constantes que vous avez ajoutées là. Donc si E est petit, par exemple, vous verrez que vous avez quand même pas loin de ces relations de proportionnalité. Alors vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce genre de constante existe? Vous aurez bien raison de vous poser cette question. Pas toujours comme nombre réel, mais vous pouvez faire quelque chose pour que ces nombres soient toujours réels, c'est de supposer que votre matrice est symétrique. Donc symétrique, ça veut dire, là vous avez la diagonale, ça veut dire que ce nombre-là, ça va être égal à ce nombre-là, etc. Donc sauf erreur, j'ai bien pris une matrice symétrique. Alors là, vous allez me dire, oui, alors là, l'histoire des notes, ça ne marche plus du tout. Là, vous avez raison, il n'y a pas de raison que les notes des élèves dans une classe fassent un tableau de données symétrique, ça serait une classe très très bizarre. Et je vous répondrai que vous avez raison, mais qu'il y a un moyen, justement, si vous voulez vraiment étudier les données, il y a un moyen de rendre cette matrice symétrique, c'est de la multiplier par ce qu'on appelle son adjoint. Ça fait ce qu'on appelle la matrice de covariance, et c'est ça qui est vraiment étudié.
justement quand on veut faire de l'analyse de données. D'accord, donc voilà, on a notre matrice symétrique, on a nos valeurs propres. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça comme ça? C'est parce que la première matrice aléatoire, elle est apparue dans ce contexte-là d'analyse de données, dans les travaux de Wishart en 1926. Et donc Wishart, lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il avait un grand tableau de données, donc une classe énorme, plein de matière, l'horreur. Et donc il s'est dit, j'arrive pas à comprendre ce qui reflète des liens entre les données, ou qu'est-ce que je devrais observer si c'était aléatoire et indépendant, par exemple. D'accord, si les élèves ne se parlaient pas du tout. Eh bien, donc il suppose que ces entrées sont indépendantes et la question c'était de savoir quelles étaient les valeurs propres, comment est-ce que ça se comportait. Donc la réponse a été donnée bien plus tard. Donc les fameux Tracy et Widom dont je vous parle, les voilà. Donc Craig Tracy, Harold Widom, qui sont eux des mathématiciens bien vivants et bien verts de Californie. Et qu'est-ce que Tracy et Widom ont démontré? Donc ils ont démontré que si vous prenez cette matrice symétrique, que vous mettez dedans des entrées qui sont indépendantes, gaussiennes, donc gaussienne, cette loi normale, et sa plus grande valeur propre, une fois qu'elle est recentrée et renormalisée, sa loi va converger vers la loi Tracy-Widom. Donc c'est d'où le Tracy-Widom d'ailleurs. Donc en fait, vous avez trois sortes de lois de Tracy-Widom, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ce que je voulais dire, c'est que de nos jours, il y a eu beaucoup de travaux justement pour généraliser ces résultats au cas où ces entrées ne sont pas normales. Donc un peu comme passer de Bernoulli de Moivre à Laplace, montrer que ces résultats ne dépendent pas vraiment des variables aléatoires qu'on met ici. Alors, un avant-dernier transparent, juste pour dire que également les espacements de ces matrices aléatoires, parce que bon, les grandes valeurs propres, ça ne va pas forcément vous dire... Enfin si, ça va vous dire des choses quand même sur les relations entre les données, mais également vous pouvez regarder les espacements. Donc les espacements des valeurs propres des matrices aléatoires ont fait couler beaucoup d'encre. Alors là, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, je m'en rends compte. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Là, on regarde ce qui se passe quand on fait des expériences. Donc par exemple, si on jette des points aléatoirement, en général, on obtiendra quelque chose comme ça, qui est pas très bien pas très uniformément distribué, qui ressemble pas mal à ce qu'on peut observer quand on regarde les mouvements des ponts, ou même quand on regarde les nombres premiers. Voilà, donc c'est assez aléatoire. Et puis, on voit qu'il y a une autre classe, là, ces trois-là, c'est un peu comme du papier peint, on pourrait les racoler à côté, ça ne jurerait pas. Et donc on voit que ces trois distributions semblent assez similaires, et ça, c'est les états d'énergie d'un noyau excité qui ont été étudiés donc, par Wigner en 1950 et quelques. C'est les zéros de la fonction zeta de Riemann qui est aussi liée au nombre premier. Et ça peut être... et c'est les valeurs propres de nos matrices aléatoires. Donc, en fait, quel est le travail maintenant du mathématicien? Une fois qu'il regarde ça, il essaye de comprendre pourquoi toutes ces choses sont reliées. Et en fait, c'est encore un problème ouvert d'arriver à analyser non pas seulement chaque modèle, donc déjà chaque modèle c'est un problème, mais d'arriver à comprendre quel est leur lien. Donc pour finir mon exposé, je pense que je peux retourner donc à cette devinette. Donc j'espère vous avoir convaincu que ce qu'il y a de commun entre un jeu de pile ou face, le recensement des naissances, le tour des poitrines des soldats écossais, les sondages aux sorties des urnes, ou tout ce que vous voulez, c'est cette loi normale, cette loi gaussienne que je pense on aurait pu appeler loi laplacienne. Bon, c'est comme ça, c'est la loi gaussienne maintenant. Et en gros, ça résulte toujours de beaucoup d'indépendance. Donc comme Laplace le disait, dès qu'on a beaucoup d'indépendance, on s'attend à trouver cette loi gaussienne. Et puis il y a d'autres cas donc, qui intéressent donc, beaucoup de mathématiciens ces jours-ci. C'est des cas comme ceux que je vous ai montrés là, où il y a plus de structure, il y a de l'aléa, comme dans ce modèle d'Éden, où le feu, c'est aléatoire, mais il y a aussi de la structure, puisque c'est une surface qui croît. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun entre un feu de forêt, un embouteillage, une grande matrice aléatoire, la propagation des épidémies? C'est cette loi de Tracy-Widom, éventuellement. Mais arriver à comprendre tous ces liens, c'est beaucoup plus sophistiqué, ça donne beaucoup de travail aux mathématiciens aujourd'hui. Donc voilà, pour finir, une bibliographie.
Donc la théorie analytique des probabilités, l'essai philosophique sur les probabilités avec la postface de Bernard Bru. Donc c'est très amusant en fait de lire ces ouvrages de Laplace. C'est très très bien écrit. On voit qu'à cette époque-là, on publiait à petit volume mais avec grand soin. Ces deux articles, plus de vulgarisation. Donc celui-là est très rigolo justement. Donc il défend Bernard Bru, explique comment la courbe de Gauss a fini par s'appeler la courbe de Gauss, un peu maladroitement. Et donc ce livre de l'histoire des statistiques est absolument excellent. Donc je vous remercie pour votre attention.